Tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc épisode 36 donc de l'émission l'entrepreneur lifestyle. On a donc un super invité qui est un nomade digital. C'est aussi donc le titre de ce podcast parce que donc il a beaucoup voyagé, plus de 50 pays, si c'est pas plus. Actuellement donc il vit au Panama, donc là où il n'y a pas d'impôt. C'est pas le seul pays qu'il a fait comme ça où il n'y avait pas d'impôt, donc c'est vraiment aussi un spécialiste donc de l'offshore. Il va nous en parler aussi un petit peu. Tu as dû reconnaître Julien donc de Oseille TV qui a une super chaîne TV, super chaîne YouTube qui fait un carton donc sur internet. Il est donc spécialiste d'Amazon FBA et donc d'infoprenariat dernièrement où il aide les gens à aussi donc créer leur business en ligne et aussi donc à payer moins d'impôts, donc à défiscaliser en partant à l'étranger puisque comme on travaille depuis un ordinateur portable, pas besoin en fin de compte de vivre en France ou dans un pays où on est taxé à des sommes super importantes. Donc, n'hésite pas donc avant que je commence avec Julien, donc de commenter, de liker, de partager donc ce podcast pour nous soutenir. Si tu veux donc suivre une des formations de Julien directement, donc tu peux aller sur Thierry-du-6 henry.fr/oseille, O-S-E-I-2-L-E. Donc Thierry-du-6 henry.fr/oseille. Et donc moi je te dis donc à tout de suite avec Julien pour parler donc d'Amazon FBA, d'offshore et donc de voyage. À tout de suite. Bon, salut Julien, comment tu vas? Tout va bien, merci. Ok. Aujourd'hui, on va parler donc de comment devenir nomade digital, parce que tu es un nomade digital. Actuellement, Oui. tu es à Panama. J'ai même vu avant que tu arrives on vient te livrer à la maison, la vie est belle, tu parles espagnol. Tranquille, donc Ça, c'est au pour moins. être le plus efficace possible. C'est pour pas perdre de temps dans les supermarchés. Ouais, je me fais livrer le maximum de choses que je puisse me faire livrer. Ouais. T'as raison, c'est mieux. Donc, je te laisse te présenter, puis après, on va partir sur les questions sur le nomade digital. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis vendeur Amazon FBA depuis quelques années. Mhm. Et en parallèle de ça, j'ai monté une chaîne YouTube. C'est ce pourquoi je dois être le plus connu maintenant. C'est pour cette chaîne qui s'appelle Oseille TV. Et voilà, sur laquelle je traite de fiscalité et d'Amazon FBA. Et merci à ta chaîne parce que c'est vrai que tu donnes des bonnes infos. J'ai été même Cool. regarder hier pour chercher des questions. Et t'as pas tant de vidéos que ça, mais ça va quoi. Non, Une bonne chaîne. je Marche pense bien. en avoir 60, 70, j'en sais rien. C'est toi qui as dit. 77 pour être précis. 77, ok. Ok, voilà. Non, je suis pas super productif. Alors, j'essaie d'en faire une toutes les semaines et je pense que ma vraie moyenne, c'est une tous les 10 jours. Idéalement, il en faudrait 2 par semaine, mais j'ai pas envie non plus j'aime vraiment bien préparer mes vidéos et j'aime bien faire des objets, si tu veux. Chacune de mes vidéos, c'est un petit objet. J'ai pas envie de refaire 50 fois le même sujet. À chaque fois, j'aime bien travailler le sujet et voilà, poser une vidéo et ça sera la vidéo sur ce sujet. Fin de C'est ce l'histoire. qui fait que ça fait de la qualité. Donc c'est le plus Ouais. important. Ouais. Nomade digital, donc depuis quand? Bon, on va maintenant aller direct dans le vif du sujet. Donc, tu as commencé Amazon FBA il y a combien de temps? Est-ce qu'avant Amazon FBA, tu avais des business en ligne ou d'autres choses, des sites de niche ou de l'affiliation ou du blogging? Non, alors j'étais un peu en hybride, on va dire que j'ai commencé quand j'avais 22 ans et demi le business et j'en ai 30 aujourd'hui, donc c'est pas hier. Mhm. Et j'ai commencé à Marrakech en fait en faisant de l'hôtellerie, donc j'avais une maison. Ma famille avait une maison qu'on utilisait très peu. En fait, on y allait une fois par an, on va dire 2-3 semaines. Et le reste de l'année, elle était vide. Du coup, je l'ai transformée en Airbnb et en mini-hôtel maison d'hôtes, si tu veux. Mhm. Et après, j'ai eu d'autres maisons que j'ai pris autour parce qu'il y avait plein de Français qui avaient aussi ce qu'on appelle des riads à Marrakech. Donc, c'est des maisons qui sont construites autour d'un patio. Et ça a été la grande mode dans les années 2000 à peu près. Donc, il y a énormément de Français qui ont acheté là-bas et qui y vont quelques semaines par an et qui ne font pas vraiment fructifier leur argent, si tu veux. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu avant l'heure une sorte de conciergerie Airbnb. Après, c'est devenu tendance à New York, à San Francisco, etc., ce type de business model. Mais en fait, j'ai fait ça un peu sans savoir que ça s'appelait comme ça. Donc, quand je dis c'était un hybride, c'est parce que le business, il n'était pas si différent que mon business sur Amazon FBA à l'heure actuelle, finalement, puisque c'est une marketplace, c'est des gens qui ont la carte bleue à la main et qui cherchent à acheter quelque chose, si tu veux, Tout à fait, Booking, ouais. Airbnb. Et les règles sont un peu les mêmes. Un beau listing, c'est pareil pour un produit ou bien pour une maison, si tu veux. Avoir des bons commentaires, c'est pareil, encore une fois. Des belles photos, c'est pareil, encore une fois. Donc, tu t'es formé avec l'immobilier, bizarrement.
Enfin, Ouais, ouais, techniquement, bizarrement. c'est pas, c'était plutôt pas immobilier du genre investissement et rachat, c'est plutôt donc location. En fin de compte, tu étais Ouais, un courte durée. gestionnaire de biens, location sur courte durée. Ouais. Exactement. Donc voilà, j'ai commencé avec une et après je prenais en gestion. J'ai pris jusqu'à en même temps 7 maisons et j'ai dû en avoir une dizaine en tout de riad, de niveaux différents, plus ou moins luxueux. J'ai eu des très belles maisons, de très belles propriétés, très Donc le très reste, c'était agréables. pas à toi, c'était à des Alors le amis de reste, la c'était pas à famille. moi, c'est-à-dire non, non, c'était des gens. Voilà, j'allais simplement et puis je m'étais fait une petite réputation dans mon quartier, donc du coup ils savaient que je savais faire marcher une maison d'hôte. C'est-à-dire que j'avais fait monter ma maison d'hôte du fin fond du classement TripAdvisor à la 50e place en peut-être un an et demi. Je l'avais rentré dans le top 100 dans l'année où je l'ai prise la maison. Et faut savoir que Marrakech est une destination extrêmement compétitive. Si tu réussis à Marrakech en Airbnb, n'importe où dans le monde, tu t'amuses quoi. Enfin, peut-être il y a des villes où ça va être compliqué, peut-être New York, Paris où ça va être un peu compliqué, mais à peu près partout dans d'autres villes qui sont pas les plus grosses villes du monde, on va dire, tu réussis parce que Marrakech était extrêmement dur. Il y avait une énorme compétition, beaucoup de beaucoup de maisons d'hôtes aussi illégales, etc. Donc il y avait une grosse offre, donc c'était assez difficile de gérer là-bas, mais j'ai réussi. Donc après, je me suis fait une petite réputation. Ils ont tous vu ma maison monter dans les classements de TripAdvisor et après ils voulaient faire la même chose avec leurs biens. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé et que je prenais un pourcentage, si tu veux. Bon, ça dépendait entre 10 et 20% suivant le type de bien. Donc Euh, ça a 22 ans et demi. Donc en même Ouais, temps, entre 22 ans et 25, 26 ans, 26 ans. Je suis resté 4 ans à Marrakech en et tout. donc, mais à côté, donc, quand tu as commencé donc, ce business-là, tu avais un truc à côté, un emploi salarié classique ou Ah non, du tout, non, non, du tout. Alors moi, quand tu as commencé? j'ai terminé mes études. Je savais très bien qu'en fait, j'ai même terminé et arrêté mes études par moi-même. Pas que je pouvais pas aller plus loin, c'est juste que ça me plaisait pas du tout. J'ai fait un BTS MUC en alternance Toi et aussi? je pense qu'on est beaucoup. Mais ça a été une bonne expérience parce que l'alternance, enfin en fait, j'ai qu'appris dans toute mon expérience scolaire, le seul endroit où j'ai appris quelque chose, c'est en alternance dans le job que je faisais pendant mon BTS. Donc, mais le BT, c'était en France ou En France, oui. D'accord, ok. Donc, quand j'ai terminé à 22 ans, si tu veux, je suis parti directement au Maroc. Après avoir passé des vacances justement avec ma famille dans cette maison, je me suis Mhm. dit, il faut faire quelque chose avec cette maison. Enfin, on avait une vraiment très très belle propriété. Je voyais toutes les maisons à côté qui essayaient de louer. Je voyais des gens qui passaient avec des valises tout le temps et tout. Donc, il y avait un succès autour des riads. Les gens voulaient pas forcément rester dans des gros hôtels, tu vois, en béton. Ils voulaient vivre l'expérience Marrakech, c'est-à-dire être en Médina, c'est-à-dire voir les petites boutiques au bout de la rue. Et ta Enfin, clientèle, donc c'est plus les Français ou les Anglais? Ou tu faisais le monde entier? elle était totalement internationale. Je voyais des gens du D'accord. monde entier, réellement du monde entier. Au Maroc, on a une grosse clientèle quand même allemande, espagnole, française, anglaise. Enfin, ces pays-là qui sont assez proches comme ça. Mais après, il y avait des gens du monde entier. Est-ce que donc tes parents étaient déjà entrepreneurs avant ça? Ouais, ouais, ouais. Toute ma Ok. famille en fait Parce que je sont sens qu'il y avait une commerçants. fibre familiale. De la façon dont tu parles, c'est trop facile. Pas trop facile, mais du genre, tu avais déjà une vision Ah oui, tu perds pas ton temps avec le salariat, quoi. Tu rentres directement dans le ah truc. non, mais je savais déjà. Enfin, pour moi, c'était tracé Naturel. comme ça. Après, je dis pas que ça a été facile. Je suis arrivé à Marrakech, donc j'ai eu la chance que mon oncle me mette cet outil extraordinaire, ce riad entre les mains. Et je l'en remercie d'ailleurs. Donc, on s'est associés et ça a été le point de départ. Après, j'ai commencé avec 1500 euros, donc et un outil. Non, mais Et tu il as a quand même, que tu aies un peu de finance, que tu sors pas du ghetto, entre parenthèses, mais que tu aies un peu de finance ou pas, c'est pas le problème, c'est d'avoir le mindset. Parce que tu peux avoir Ouais, ouais, clairement. des milliards et t'as pas le mindset, tu vas tout perdre. Donc, Ah, tu peux tout perdre. Avec la famille que j'avais, il y a deux choix. Soit, si tu veux, ma famille est assez aisée, il y a des enfants de ce type de famille qui terminent à sniffer de la coke sur la table tout basse à et qui fait, font pas voilà. grand-chose, en fait. Mhm. Non, non, réellement, je suis arrivé à Marrakech, il y avait 1500, l'équivalent de 1500 euros, 15 000 dirhams sur le compte de la société qu'on a créé ensemble. Et il a fallu que je démarre d'absolument zéro parce que bien que l'outil était super, cette maison d'hôte, enfin cette maison à l'époque avant même d'être une maison d'hôte, quand tu es au fin fond d'un classement, c'est comme sur Amazon, quand tu es en 12e page, il n'y a pas de meilleur endroit pour cacher un cadavre. Hein. Tout à C'est comme fait. sur Google, comme sur tout. Donc, Donc, c'était vraiment un bon moyen de faire les mains, de te faire la ouais. main. Donc,
Ouais. Donc, comment tu shiftes vers déjà un autre pays? Donc, je sais pas si tu pars d'un pays où tu commences Amazon soit au Maroc ou après tu pars ailleurs. Je commence Amazon quand quand je termine mon affaire au Maroc, quand je commence à vendre la maison dont on était propriétaire et après que je garde juste la gestion de certaines maisons. Là, donc j'ai encore un petit peu d'affaires à Marrakech. Et en fait, l'histoire elle est assez marrante et je suis assez content. J'ai fait un podcast avec Stan de Marketing Mania dernièrement. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vendu cette maison, je voyageais beaucoup entre la France et le Maroc et à chaque fois, je téléchargeais des podcasts. Et dans la rubrique entrepreneuriat, à ce moment-là, ils avaient un podcast qui s'appelait Digital Nomade avec Paul. Ouais. Je sais pas si tu as connu, c'est un super podcast Ouais. Qui n'existe malheureusement plus. Ouais, mais Et il est toujours, enfin, tu peux toujours oui, il est l'écouter. toujours écoutable, mais Ouais. il est plus, comment dire, il Malheureusement, est il a pas arrêté, suivi. ouais. Malheureusement. Et tout ça pour dire que j'ai écouté ce podcast et dans ce podcast, il y avait Stan qui est infopreneur et il y avait Paul qui vendait sur Amazon. Et le résultat, c'est Julien qui fait ces deux activités maintenant, qui a fait l'une après l'autre. J'ai commencé par Amazon et ensuite j'ai monté en parallèle YouTube. Donc, tu étais bien content quand il t'a invité sur son podcast pour. Bah pour boucler C'était. la boucle en fait si tu veux, ouais, parce que c'est assez amusant quand même. C'est parti en fait d'un podcast. C'est comme quoi, bah quand les gens écoutent ce podcast-là peut-être, ou quand les gens vont écouter ou regarder une chaîne YouTube, bah ça peut réellement changer leur vie en fait. Ben, c'est le but. Et comme on en parlait, on va faire un bon parce qu'à la fin de cette année, je pose des questions. Donc, on en a parlé un peu. Je sais que toi, tu Ouais, n'es pas très lecture. Mais il y en a ouais, qui sont pas très lecture. Mais le podcast, c'est un super format parce que tu ouais, peux l'écouter à tout moment. Et il est vrai que souvent, ben, la lecture, tu le lis, c'est marrant, c'est bien. Mais tu oublies. Et le podcast, ben, tu peux l'écouter plusieurs fois. C'est plus facile. Et puis, des fois, tu peux avoir un déclic. Donc, c'est le but aussi de mon podcast. Moi, je suis content d'interviewer différents entrepreneurs. Et puis, en espérant que quand ils écoutent, les gens ont un déclic. Donc, c'est le but. clairement. Donc, motive-les. Alors, dis-moi, alors, donc, tu as fait donc, un peu de cash avec l'immobilier. Puis après, Ouais. donc, qu'est-ce que tu fais? Après donc j'ai switché sur Amazon FBA assez rapidement. Alors comment 30 je suis secondes, arrivé? 30 secondes. Avec une formation, parce que tu as fait les. Comme je sais que tu parles anglais, est-ce que tu as fait donc les. C'est quoi déjà? Amazon, non. Il y a une formation super connue aux États-Unis. Ouais. Ah, je l'ai oublié. C'est une machine ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Selling Enfin, Machine, ouais. Non, j'ai fait aucune formation à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, j'ai écouté énormément de podcasts américains en d'accord. contenu gratuit. Mais quand je dis j'en ai écouté énormément, c'est vraiment énormément, beaucoup de Sur YouTube. Amazon, tu veux dire? Ouais, sur FBA? Amazon. Ouais. Donc quand je suis arrivé dans cette transition-là, pour faire court, pour que les gens comprennent pourquoi aussi j'ai pivoté là-dessus, il y avait deux choses qui se passaient. Il y a eu ce podcast Nomade Digital. Mhm. Il y avait également le fait que je voulais créer une marque de chaussures. À ce moment-là, je voulais faire une marque de mocassins parce que j'avais un bottier à Marrakech qui me faisait des petits mocassins souples. Et tout le monde les adorait à chaque fois qu'on me voyait avec. Et je me suis dit, je vais essayer de créer une marque autour de ça. Donc au départ, j'ai voulu produire en France. Après, je me suis dit, c'est impossible en France, on peut pas sortir de marge, impossible. Ou alors, faudra les vendre très cher et ça sera difficile, etc. Donc après, je suis allé au Portugal. Je suis allé plusieurs fois au Portugal dans la région de Porto pour essayer de trouver des usines que j'ai trouvées. C'était encore trop cher. Et ensuite, je me suis retrouvé sur Alibaba que je connaissais pas. Et ça, en fait, tout ça, c'est arrivé un peu en même temps que j'écoute le podcast de Paul, de Nomade Digital, qui lui sourçait en Chine, etc. Et donc c'est un peu comme ça que s'est fait la transition pour que ça soit clair pour tout le monde, pour qu'ils comprennent comment je suis passé d'un truc comme ça, comme de l'immobilier, d'Airbnb, à vouloir vendre sur Amazon. Et pour finir aussi, pour ceux qui se poseront la question, j'ai jamais sorti aucune chaussure en fait, puisque finalement avec les outils qui existent où on peut analyser le marché sur Amazon, c'est ça la beauté de cette marketplace, c'est que comme ça fonctionne sous forme de classement, il y a des outils qui permettent d'avoir des estimations de vente. Et en fait, je préférais choisir d'autres types de niches où j'avais déjà de la data et où je savais qu'en sortant des produits, j'allais gagner de l'argent en fait. À coup sûr. D'accord. Il y avait trop ce truc dans la chaussure ou dans le vêtement, par exemple, de goût, si tu veux, qui rentre en jeu et qui est un peu difficile, alors que quand tu vas prendre un produit, ça va être plus facile de vendre un produit. J'ai pas d'idée là sous la main, mais par exemple, ce que je montre dans une de mes dernières vidéos YouTube, les Retreatol, bon bah tu sais qu'il y a une demande, tu vas savoir apporter le produit. Il n'y a pas une question vraiment de goût comme sur une chaussure. Il y a des gens qui vont la préférer en velours, en cuir, en nubuck, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc là, on va faire un tout petit bond. Donc là, tu Ouais, commences Amazon. Est-ce que ouais. donc tu prends la structure au Maroc ou directement donc tu commences déjà à faire des Hong Kong et tu dis que parce que comme je sais que le Maroc, quand tu fais du business là-bas, c'est compliqué de sortir l'argent. Non. Donc est-ce que directement tu le savais ou tu l'as fait différemment?
Ouais, bah, je m'en suis rendu compte justement quand on a quitté le Maroc. Ça a été compliqué. Pour répondre à ta question, j'ai créé rapidement une société en France, pire erreur de ma vie, qui a pas duré très longtemps, quelques mois, et ensuite j'ai switché directement sur Hong Kong. Ouais. Je D'accord. voyageais déjà pas mal à Hong Kong, et quand tu me demandais tout à l'heure comment je me formais justement, donc je suis allé plusieurs fois à la Canton Fair, qui est une énorme foire monstrueuse. Tu peux sourcer tout ce que tu veux. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette foire, mais Non, c'est je sais bien absolument. situé. Quand C'est on fait, ouais. 1 200 000 mètres carrés de surface d'exposition sur 3 semaines. Et ça Ah change ouais. 3 fois les 1 200 000. Enfin, si tu veux, les stands, la plupart changent chaque Et semaine. donc c'est enfin c'est peut-être oui mais donc c'est généraliste, c'est parce que quand tu parles de ça, j'ai pensé au CSS qui est à Las Vegas, que moi j'ai souvent été à salon d'affiliation et Ouais, on était donc suivi par le CSS qui était énorme. Je sais que là-bas il y a plus de 60 000 comment dire exposants, enfin c'est une catastrophe, c'est énorme. Et c'est ouais. pendant une semaine. Donc là-bas tu as un peu les chiffres du canton Alors, fer. il y a 65 000 exposants là quand on ferme, mais c'est des usines ou des trading compagnies tout simplement. Et en fait, tu sources du produit. Donc, Et quand c'est tu m'as demandé. généraliste, c'est pas Ah ouais, technique, c'est un c'est de peu tout, tout. hein. Ça va de D'accord, tout. ok. Tu vas avoir du panier pour chien, je sais pas moi, de la vaisselle, du vêtement. La troisième phase, c'est le vêtement. Tu as des trucs industriels. Tu peux acheter des gobelets en plastique. Enfin, Il y a de tout pense quoi. et il y a. C'est ça le Disons truc que c'est le AliExpress, mais l'avantage c'est que tu vois les gens face à face et que tu discutes en réel, ouais, et en tu touches le réel. produit en plus. Exactement. Et donc, du coup, je crapahutais. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait, donc c'est 5 jours. C'est des phases de 5 jours. Et en marchant à peu près 20 km par jour pendant cinq Waouh. jours, c'est-à-dire 100 km, tu ne verras pas tout. C'est à Ouais, ce c'est point-là. énorme quoi. Et donc, pendant que je marchais, j'avais les podcasts américains dans les oreilles. Et voilà comment je me suis formé, quoi. C'est en étant là-bas sur le terrain avec de la cam à droite, à gauche, des Américains qui parlaient dans les oreilles pour les podcasts Amazon. Et voilà comment je me suis formé. Et puis là-bas, tu as énormément de marchandises. Donc, je le conseille vraiment d'ailleurs à tous ceux qui démarrent et qui savent pas encore ce qu'ils veulent vendre vraiment comme produit parce que bah, du coup, là, tu tombes nez à nez avec des idées potentielles de produits qui peuvent être intéressants auxquels tu n'aurais pas pensé. Et c'est souvent les meilleurs produits, c'est un peu les trucs sous les radars, c'est pas les gros blockbusters, etc. C'est plutôt des choses un peu plus nichées, on va dire. Mais c'est encore aussi une discussion qu'on avait eue en off hier, je crois, ou avant-hier, Avant-hier. où en fin de compte, ben voilà, toi en fin de compte, t'es une personne de terrain comme moi, même si bon, Mhm. j'aime lire aussi, même beaucoup, mais surtout podcast. Et donc en fin de compte, ta formation, tu l'as fait bien sûr avec le podcast, mais comme tu étais en terrain en train de négocier, donc bah, tu voyais les Ouais, produits, t'apprenais en fin de compte en faisant. C'est pas en ouais, essayant de dire ouais, je exactement. fais une formation, donc c'est aussi un avantage de, et enfin, c'est la meilleure moyen de se former, même si ça peut être risqué quand on n'a pas les moyens, on a très peu de moyens, et il faut pas se Ouais, rater quoi. Parce que si tu te rates, t'es mort. Faut recommencer ouais. à zéro, recommencer plus bas, donc mais bon, c'est pas mal. Et donc toi, tu parles combien de langues? Parce que c'est vrai que là-bas, chez les Chinois, je sais qu'ils parlent pas très bien français, anglais. Donc maintenant, souvent, ils mettent un anglais dans leur équipe, mais bon, tu parles combien Ouais, de langues? non, par exemple, là, quand on fait, c'est assez facile. Ils ont toujours presque sur tous les stands, il y a quelqu'un qui parle anglais. D'accord, Moi, je parle français, anglais, espagnol. Je parle un petit peu d'arabe, darija, marocain. Euh, d'accord. voilà, j'avais appris un peu le russe, un peu l'italien, mais c'est pas là où je suis le plus fort. Vraiment couramment français, anglais, espagnol. Ok, d'accord. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, Amazon FBA, donc tu commences directement à faire un peu de cash. Ouais. Donc, comment, en fin de compte, tu évolues avec Amazon FBA? Qu'est-ce que tu fais? Et comme on parle de nomade digital, est-ce que tu changes de pays? Parce que je sais que tu as fait plusieurs pays. Donc, bon, j'ai pas tout suivi. Je sais qu'il y a Maroc, Panama, puis après, il y a un trou. Donc, après... Ah non, Non, si, je crois que tu as eu aussi République dominicaine, si je me trompe pas. alors, je passe beaucoup de temps en République dominicaine, effectivement. En fait, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé presque dans une cinquantaine de pays déjà, hein. Donc, enfin, c'est pas mal. Tout est relatif. Pour certains, ça sera pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même pas mal. J'ai voyagé à peu près partout là où je voulais. Là, j'arrive un petit peu à un moment dans ma vie où je suis un peu plus calme, justement. Mhm. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, sortir de ce premier business qui était les maisons d'hôtes où il fallait être à 100% dedans tout le temps parce que tu devais bichonner les clients en réel. Quand je suis sorti et que j'ai commencé à vendre sur Amazon FBA et que peu importe où j'étais, mon business continuait à tourner sans vague. Il y avait aucun problème en fait, peu importe où j'étais. Enfin, Enfin, pas quelqu'un. tant que tu as une connexion Internet. Ouais, oui, voilà, justement, il y a eu 2 semaines qui ont été terribles quand je suis allé à Cuba, mais mais sinon dans l'ensemble, à partir du moment où tu as une connexion Internet, il y aura pas de problème. Alors que quand tu as un business physique comme une maison d'hôtes, si t'es pas dans le business, j'avais 7 maisons d'hôtes, j'essayais vraiment de serrer la main à tous mes clients, tous ceux qui venaient, il y en avait 1000 par maison par an, ça faisait vraiment du monde. J'essayais vraiment de toujours leur donner les premières instructions, qu'ils se sentent vraiment bien à la maison, etc. Donner toujours un point de contact, etc. Et quand tu arrives et que tu passes sur le modèle Amazon FBA, pour ceux qui connaissent peut-être pas, parce qu'on en parle depuis le début, mais en Ouais, c'est gros, vrai.
la logistique d'Amazon. En gros, c'est de vendre sur la marketplace d'Amazon. Mais en plus de vendre là, c'est d'utiliser leur logistique. C'est-à-dire que ma marchandise, elle ne me passe pas dans les mains. Elle passe entre les mains de mon usine en Chine et directement vers les entrepôts d'Amazon en Europe. Donc, si tu veux, ils gèrent toute cette partie expédition et ils gèrent également le service après-vente. Donc, finalement, tu as assez peu de contact avec les clients. Alors, il y en a toujours un petit peu. C'est entre pas comme on est rentré dedans, c'est un peu le gros inconvénient. Que même s'il y a des techniques pour récupérer les mails, mais bon, disons qu'on a la puissance de l'entreprise où c'est la 4e entreprise au monde où il y a le plus de trafic. Parce qu'après, il y a Google, Facebook devant et Reddit, je crois. Non, j'ai oublié. Enfin voilà. Et donc, eux sont là. Mais bon, c'est qu'ils sont un peu chiants parce que c'est eux qui contrôlent les clients en partie. Clairement, c'est les clients d'Amazon, ouais. Mais bon, c'est la contrepartie. Dans le business en ligne en général, on est comme disent, de l'argent dans la liste parce qu'on est hors d'un channel qui ramène du cash. Et puis là, sur Amazon, tu fermes ta bouche, tu prends l'argent parce que ils amènent le trafic. Voilà, simplement. En fait, il y a pas de business parfait, si tu veux. Enfin, je veux pas te l'apprendre à toi, mais il y en a absolument pas. Le truc, c'est quand j'étais à Marrakech, je me suis rendu compte que sur mon site, je faisais pas de réservation. Sur Booking, sur Airbnb, Expedia, Venere, etc., j'en faisais. Donc, j'ai compris la puissance de ces marketplaces où les gens vont. Après, c'est un choix. Est-ce que tu as envie de vraiment t'embêter à essayer de référencer ton site ou si tu veux avoir tout de suite la puissance d'une marketplace où les gens, ils sont déjà en sécurité, ils connaissent, ils ont déjà leur carte d'enregistré, etc. Mais après, en fin de compte, la seule différence, c'est là où on est à l'aise, en fait. La seule différence, c'est si tu crées une marque et tu veux faire du long terme et que tu veux créer un site à côté, donc après Shopify ou e-commerce comme tu veux, tu peux donc faire la moitié-moitié pour créer quand même une liste et puis laisser quand même la puissance d'Amazon. En fait, il y a des techniques. J'ai fait une formation d'ailleurs gratuite là-dessus et je vais plus en profondeur dans ma formation Amazon FBA Super Seller Academy. Mais en gros, il y a des techniques pour récupérer les mails des clients en faisant des sortes de product insert, si tu veux, à l'intérieur. Comment dire, une sorte de flyer, si tu veux, une petite carte de remerciement à l'intérieur. Et tu peux envoyer vers un e-book, vers une série de vidéos qui va avec le produit, par exemple, pour expliquer réellement l'utilisation. Si tu veux, c'est pas légal, super compliant au niveau d'Amazon, mais à partir du moment où tu apportes vraiment de la valeur, si c'est pas une carte en disant moins 10% si vous allez sur mon site, tu vois, si t'es pas en train de vraiment rediriger du client, si tu es en train de leur dire, voilà, pour enregistrer la garantie, il faut aller sur cette page-là et donc mettre votre adresse email, voilà, tu chopes de l'adresse email. Si tu leur dis, le manuel d'utilisation, il va être sur cette page-là, tu fais une landing page où tu dis, voilà, mettez votre adresse email, on vous envoie le manuel d'utilisation dans votre langue. Bon. Toutes ces choses-là, c'est de la façon d'apporter de la valeur en plus aux clients. Donc, même si c'est pas totalement compliant vis-à-vis des TOS d'Amazon, c'est toléré en fait et ça passe et je le fais. C'est-à-dire que j'ai des listes email de mes produits. Après, étonnamment, je n'accentue pas mes efforts hors marketplace. Les listes email, je m'en sers pour faire des nouveaux lancements sur marketplace parce que c'est là où je suis le plus confortable. Après, moi, je suis un marketplace. Et c'est ce que t'aimes. Tu veux le lifestyle. Le lifestyle, il va avec. Et c'est vrai que c'est moi qui ai commencé par Amazon, même si j'aime bien l'affiliation. Et ce que tu fais aussi, parce qu'on en parlera après, l'infoprenariat. Disons que après, oui, chacun a son métier de base et ce qu'il aime faire. En plus, toi, j'ai bien compris parce que je ne savais pas ce que tu as fait avec l'immobilier. C'est vrai que ça correspond un peu à ça, faire un listing. Donc, c'est ce que tu aimes faire. Donc, après, il ne faut pas se prendre la tête. Quand on aime un truc, il faut le faire. Et quand on sait bien le faire, quand on sait le faire, en fait, c'est quand on l'aime, qu'on le maîtrise. Voilà, faut pas essayer de réinventer la roue. En fait, plus c'est simple dans le business, mieux c'est souvent. Donc toi, on est sur Amazon FBA, donc tu as scalé assez bien. Après, donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu étais resté en fait compte dans quel type de niche? Comment tu t'es développé, on va dire? Alors, tu as continué, parce qu'on est sur le nomade digital, comment tu as continué à voyager et à vivre avec Amazon? Est-ce que tu n'as pas eu de pépins? Parce que comme tu changes de pays, des fois, Amazon peut peut-être t'embrouiller parce que tu n'es pas sur le même pays. Non, alors au début si un petit peu et après je leur avais envoyé un mail comme quoi je voyageais beaucoup parce qu'ils avaient vu que je me connectais avec des adresses différentes, des adresses IP pardon et du coup ils m'avaient envoyé un mail, je me souviens au tout départ et après ça a jamais reposé de problème. Comment mon business a évolué jusqu'à où il est aujourd'hui? Progressivement en fait, produit par produit. Alors j'ai élargi le premier produit que j'ai sorti. Moi j'ai vraiment une logique de marque à chaque fois, donc j'ai 3 marques maintenant. Oui. Et à chaque fois, je fais un espèce d'écosystème autour. J'aime bien travailler comme ça. Il y a plusieurs façons de travailler sur Amazon. On peut soit trouver les opportunités et pas avoir de consistance, pas vraiment avoir une marque
vraiment un branding très puissant autour d'une thématique. Ça, c'est une façon de travailler. Et puis moi, ma façon de travailler, c'est plutôt de prendre un premier produit et puis autour de créer d'autres produits qui vont dans le même écosystème. J'aime bien travailler comme ça parce que on scale un peu plus vite dans le fait qu'on peut réutiliser le même branding au niveau des packaging, etc. Ça va plus vite, on va dire. Mais en tous les cas, tous les business en ligne, en fait, compte, ont un peu évolué vers la marque parce que c'est vrai qu'au début, tu faisais un Ouais, peu de tout et comme il y a de plus en plus de concurrence, ça va devenir pro et créer des marques, c'est mieux. Si on ouais, veut clairement. Bah, faciliter la vie, quoi. Ça a plusieurs avantages. Déjà, même sur Amazon, ça vend mieux quand on sent que le produit, c'est une marque, qui a un branding derrière, etc. Enfin, c'est plus solide aux yeux des clients. Donc, on va vendre plus comme ça que quand c'est un truc cheapos, made in China, avec un petit sachet en plastique, forcément. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis aussi à la revente de ton business, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que je mets très souvent en avance sur ma chaîne YouTube, c'est qu'un business Amazon, ça a réellement un prix à la revente, c'est 36 mois de profit. Donc, c'est un vrai business et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est la porte de sortie. Et quand tu fais une marque, ça a beaucoup plus de valeur que si tu es en train de faire les produits de tout le monde, si tu veux, et que tu les vends juste sur un marketplace et que tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée et voilà, que n'importe qui peut vendre exactement le même produit. Donc, idéalement, déjà apporter un branding et le top du top, c'est d'apporter un peu des modifications, d'avoir des produits un peu uniques sur le marché. Ça, c'est vraiment l'étape ultime en fait sur Amazon FBA. Donc toi, pour structurer, donc actuellement, donc juste, on va parler un peu des questions techniques par rapport au business. Ouais. Donc, ta boîte, elle est à Hong Kong, c'est ça? Pour ce qui est d'Amazon, à l'heure actuelle, je suis encore à Hong Kong, mais ça va sûrement migrer parce que je suis assez pro-US au niveau des sociétés. Pour l'infoprenariat, je suis aux US et j'aime mieux. C'est vraiment bien. Et où t'es aux Donc, US même ou t'es à, c'est quoi déjà, là où ils New ont... Mexico, ouais, c'est un État, ouais. Ah non, non, parce que je sais qu'il y a un état qui est là-bas qui est en, comment dirais-je, en zone où tu payes pas d'impôts, j'ai oublié, Le Porto Rico? le Delaware. Ah, le C'est quoi Delaware, ouais, Non, à c'est un Porto État. Rico aussi, ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a un grand podcasteur. Ah, le Voilà. Porto Rico, c'est justement l'État qu'adore les Américains parce que c'est le seul endroit où ils peuvent aller et pas payer d'impôts. Enfin, payer moins, je crois que c'est 1% parce que ça avait été dévasté par, il y a eu C'est 4% parce que là-bas, il y a ouais, 4%. Ouais. John-Louis Dumas de Eon Fire que j'écoute très souvent qui est là-bas et Ils sont qui. tous partis là-bas parce que c'est le seul endroit. Si tu veux, les Américains qui font plus de six figures, qui font plus de 100 000, ils sont taxés peu importe où ils sont dans le monde, en fait. Ouais, tout à fait. C'est les deux. Il y a deux passeports dans le monde qui ont ce problème. C'est l'Érythrée. Je sais pas, c'est comment on dit en français. Érythrée, je crois. Ouais. L'Érythrée et les US. C'est les deux seuls pays pour l'instant, jusqu'à temps qu'en Europe ils soient tellement ruinés qu'ils commencent à le faire également. C'est pour ça que une de mes grands objectifs de vie, c'est de choper 2 ou 3 autres passeports. Alors, en plus, et c'est pourquoi aussi je suis à Panama, parce qu'au bout de 5 ans de résidence ici, on peut avoir le passeport panaméen. Donc ça, c'est un de mes objectifs de vie. C'est quelque chose de très important, je pense, si on veut rester, si on veut garder son optimisation fiscale sur le très long terme, il faut avoir des routes de secours. Et donc voilà. D'accord. Donc toi, donc là, actuellement, donc on va dire, enfin, tu me l'as dit un peu, mais bon, les gens ne savent pas. Donc tu es quasiment fixé à Panama, donc tu te sens Ouais, très bien. Donc je vais revenir en question. Donc, Hong Kong, donc tu vas peut-être donc changer vers les États-Unis. ouais. Est-ce que donc tu as une équipe, assistant virtuel et autres? Ouais, en fait, sur mes deux projets, à chaque fois, j'ai deux personnes vraiment fixes. Et puis après, il y a des freelancers qui travaillent autour pour différentes choses. Mais en gros, sur mon business Amazon FBA, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui va être SAV, obtention de commentaires. Et l'autre personne va s'occuper de tout ce qui est PPC, donc c'est la pub sur Amazon, Oui. et tout ce qui va être également sourcing. Voilà, donc ça, c'est les deux postes que j'ai délégués. Et sur le business YouTube, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi. Eux, par contre, sont vraiment beaucoup plus polyvalents. Ils font pas mal de choses pour moi. Ouais. Donc en tout, tu as combien de personnes actuellement? J'ai juste 4 personnes en tout. J'ai aussi... Quatre bon, personnes, après, plus des freelances que tu comptes pas. plus des freelances que je compte pas, donc pour tout ce qui va être packaging ou pour service des photos, des choses, du product rendering, des choses comme ça. Ça, c'est pas des gens que j'emploie à full time parce que j'ai pas une cadence de sortie de produits assez importante pour pour en avoir un à full time, ça serait pas utile. Et puis après, au-delà de ça, j'ai le petit business à Marrakech où il y a un manager et puis il y a dans chaque maison il y a 2-3 personnes en Ah ouais, personnel. t'as encore en fonction de l'immobilier, les maisons là-bas, là. Ouais, mais en gestion, toujours en gestion. Donc, j'ai peut-être 7 personnes à Marrakech maintenant. J'ai eu jusqu'à D'accord. 27 personnes en personnel à Marrakech. J'ai eu D'accord. vraiment du monde à Et la... tout s'est bien passé parce qu'on m'a souvent dit que Marrakech, c'est un peu compliqué le business là-bas.
Sous les freelances. Ouais, c'est très dur. Franchement, ça a été l'école de la vie, hein. Je pense que ça m'a vraiment aidé et ça fait qui je suis à l'heure actuelle parce que tu passes ton temps dans des problématiques et c'est le business en général, mais là-bas c'est un peu extrême en fait. Et donc ouais, ça a été une bonne école. Rentrer de l'argent au Maroc c'est facile, en sortir c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc ça a été une expérience, on va dire. Mais bon, voilà. Et donc, comment tu fais donc pour... bon, c'est vrai que toi, on en a parlé un peu, mais bon, Ouais, les gens ne savent pas. Donc, actuellement, tu es encore célibataire, entre parenthèses, on va dire. ouais, Donc, tu n'as pas d'enfant. Quand tu prends une décision, c'est plutôt solo. En plus, tu ouais, as une équipe dont tout est structuré. Donc, il faut juste ton PC et te dire c'est un peu, il y a une connexion Internet, on va dire. Mais comment exactement. tu choisis? Tu pars comme ça au hasard ou tu dis, bon, je vais quand même vérifier qu'avec certains trucs. Parce que moi, Panama, tu vois, tu vas rigoler. Pourtant, je regarde pas la télé, mais le seul truc, l'idée de Panama, c'était, j'avais regardé, je crois, il y a très longtemps. Je regarde pas la télé, mais je regarde des fois YouTube. Et j'avais regardé, non, même pas à l'époque, ça s'appelait YouTube, c'était Emule. On téléchargeait, il y avait Prison Break. Et pour moi, Panama, c'est Prison Break. Tu vois. Et donc, c'est les Ok. prisons. Et donc, c'est pas un endroit très sûr, même si, bon, je connais plein de marketeurs américains, canadiens surtout, qui sont là-bas. Ouais. Donc, je me suis dit, si tout le monde y va, c'est qu'il y a une raison. Mais Je crois que de c'est sécurité Project d'un. Life Mastery, non, qui est là-bas, dont tu parles en Voilà, fait. tout à fait. Ouais, Il est parti il y a 1 an et demi avec sa femme, ouais, tout à fait. Ouais, bah, ouais, tu connais, ouais, tout à fait. ouais. J'aime bien, je suis aussi, ouais. Ouais, qu'est-ce que je regarde quand je vais dans une destination? En fait, je regarde surtout pas ce que les autres en disent déjà, et puis je vais vraiment là où ça me plaît. Les dernières destinations où je suis allé, là, c'était la Géorgie, par exemple. Bon, bah, c'est assez peu connu finalement, et ça a été un super beau voyage. Je sais pas où je suis allé dans les 2 derniers mois. Je suis allé Géorgie, Qatar. Je suis allé en Chine, Shanghai pour les affaires. Je suis allé en Inde. Voilà, je vais un petit peu là où ça me fait envie, tout simplement, hein. Est-ce que là-bas, donc, tu vas pour le business quand même, pour aller voir des choses? Parce que tant qu'à faire, si tu peux voir s'il y a des produits que tu peux peut-être La, sourcer. la plupart du temps, j'y vais, ça a toujours un rapport. En fait, de toute façon, je travaille 7 jours sur 7. Enfin, je suis toujours un peu dans le boulot, on va dire. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours utile, ces voyages. Je fais pas trop de voyages juste pour la découverte. Il y a toujours quand même un petit intérêt derrière. La Géorgie, par exemple, c'était immobilier. Je voulais voir un peu l'immobilier là-bas. Je voulais voir les comptes en banque qui sont très intéressants là-bas. Il y a des super retours. Donc ça a bien marché. Shanghai, j'y suis allé pour une foire qui était spécialisée dans un domaine où j'ai une niche. Maintenant, on parlait tout à l'heure de la Canton Fer. Je vais de moins en moins à la Canton Fer. Alors, j'y suis allé l'année dernière, mais avant, j'y allais presque à toutes les Cantons Fer. C'est 2 fois par an. Je vais maintenant une fois tous les 3, on va dire, Cantons Fer, parce que je préfère maintenant aller dans des foires qui sont spécifiques à mes thématiques, où là, je vais trouver plus de choses spécifiquement pour mathématiques. Si tu veux, la Canton Fer, ça parle de tout. Mais après, si tu es vraiment niché dans quelque chose, c'est peut-être mieux parfois d'aller dans des foires spécifiques. Et c'est pour ça que je suis allé à Shanghai. Et je voulais visiter aussi des usines qui étaient dans la région. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, je suis allé au Qatar. Alors ça c'est tombé totalement par hasard. C'était une longue escale, très bien. Et l'Inde, là, par contre, c'était juste pour rejoindre mon meilleur ami. On a parlé business pendant une semaine. Et voilà. C'était une retraite. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si tu connais Yerodiva ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as déjà Non, entendu non, non, parler. non, non. C'est Non. dans le tout sud de l'Inde. En fait, j'ai jamais fait de massage de ma vie et je me suis retrouvé dans un truc où il faut, c'est 2 fois par jour. Et en fait, dès le premier massage, j'ai dit non, ça va pas être bon pour moi. Et du coup, on a simplement, enfin, lui a fait tout son traitement, il a adoré, il s'est senti beaucoup mieux après. C'est une médecine en fait qui te ressort toutes les toxines par la peau. Si tu veux, ils te mettent des herbes sur la peau, etc. C'est assez intéressant. Mais c'est juste pas pour moi. Et mais du coup, on a quand même profité. À partir du moment où je suis avec mon meilleur pote et que j'ai une connexion internet, c'était une bonne expérience. Ok. Donc, avant d'attaquer un peu le offshore et les formations, parce que donc ça, c'est Ouais. d'autres parties qui sont venues plus tard. Donc, toi, actuellement, donc, comment dirais-je, tu gères en fin de compte, tu gères en fin de compte tout ton business d'offshore, parce qu'actuellement, donc, bon, tu es plutôt donc bon en fiscalité. Et Ouais. comment tu fais donc tes décisions par rapport à la fiscalité et au choix donc des pays? Bon, il y a plus dans le choix du pays de résidence ou le choix de création d'une société. Les deux, tant qu'à Les deux, faire. ouais, non, les deux sont liés, mais ta question, la première, bon, alors on va commencer par la résidence. Ce qui était important dans le choix de la résidence, j'ai choisi Panama, mais il y a une quarantaine de pays qui permettent de ne pas payer d'impôts en y vivant, en y étant résident fiscal. Euh, l'une des premières choses à regarder, c'est déjà si le pays a des règles CFC, donc des règles sur le contrôle des sociétés à distance. Ouais.
Donc, quand il en a pas, c'est bon. Quand il en a, souvent, ça rend ta société, si tu as une société à distance, ça la rend comme si elle était locale, si tu veux. Elle devient résidente fiscale locale. Alors, dans certains pays, ça posera moyen de problème, on va dire, et puis dans d'autres, ça annulera tout bénéfice, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à regarder. Et puis après, il y a la fiscalité sur tout ce qui est revenu qui provient de l'étranger. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis aussi la facilité à devenir résident du pays, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des pays où bien sûr il y a 0% d'impôt, mais c'est très compliqué les démarches, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses, on va dire au niveau fiscal. Après il y a plein d'autres choses. On limite pas sa vie à la fiscalité. Je n'irai pas vivre dans un igloo parce que je paye 0% d'impôt. Je vis à Panama parce que il fait beau toute l'année, il fait 29-32 toute l'année. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis extrêmement frileux, donc je déteste, je supporte pas vivre en France à part juillet et août et encore parfois j'ai froid. Le Maroc, les gens me prenaient pour un fou, mais j'avais vraiment froid l'hiver. Il caille bien au Maroc et l'été il fait très chaud. Alors moi par contre ça me pose pas du tout problème, tu vois, du 40-50 tout va bien, mais l'hiver c'était raidos. Quand en dessous de 20 j'ai froid en fait, c'est simple. Ça va vite. Et donc voilà, donc il y a le climat, ça peut être très important. Il y a des gens qui aiment être au froid d'ailleurs, il y a des gens qui aiment être à la montagne, etc. Il y a quoi qui est important? Pour certains, pour qui c'est encore important l'école pour leurs enfants, de regarder s'il y a des écoles, etc. Moi, je suis contre envoyer mes enfants à l'école. Mes enfants n'iront pas à l'école, ils font du homeschooling. C'est pour ça que je veux pas avoir d'enfants tout de suite non plus. Je vais attendre un petit peu d'avoir terminé tout ce que j'ai à faire au niveau entrepreneuriat et avoir réellement tout sur des rails pour vraiment pouvoir me dédier à mes enfants quand je vais les avoir. Voilà, donc les écoles, ça peut être une problématique. La santé, pour ceux qui sont un peu plus âgés, moi, j'ai jamais trop fait attention à ça. Après, j'ai vécu au Maroc et j'ai vécu ici au Panama. Écoute, la santé est extrêmement bonne. Enfin, les cliniques sont très très bien. Je crois que, Et en enfin, plus, à part si tu vas vraiment dans des pays tiers-monde, dans l'ensemble, il y a toujours des cliniques privées qui sont de bonne qualité. Après, ça a toujours un coût, mais c'est même pas extrêmement cher, en fait. ouais, mais il y a aussi un avantage. Enfin, plus quand tu as les enfants, mais comme actuellement tu n'as pas les enfants, quand tu as les finances, tu peux venir en France ou n'importe quel pays, c'est pas gênant. Voilà. C'est bon. C'est pas vraiment un problème la santé. Techniquement, tu as l'argent pour aller Ouais. pour te faire soigner là où tu peux être mieux. Ah, mais ouais, enfin, c'est pas un problème. J'étais avec mon petit frère, il devait, je sais plus ce qu'on a fait. Bref, on a été aux urgences, il s'était fait une petite coupure, un truc. Et bon, forcément, ça coûte 200 balles les urgences ou quelque chose comme ça. Mais après, toute l'année, tu payes pas d'impôts, donc c'est pas très grave non plus, tu Voilà. vois. Enfin, même si c'est un peu plus cher que dans ton pays, après, tu payes pas d'impôts de l'année, donc c'est pas très grave. Moi, je me suis fait opérer d'un kyste. Je sais pas combien ça coûtera en France, mais ça m'a coûté $600 l'opération. Fin de l'histoire. Bon, je suis très content d'avoir payé $600. J'ai aucun problème avec ça. Et encore, je suis sûr qu'avec des assurances un peu poussées, j'aurais payé peut-être que dalle. J'en sais rien si ça aurait été couvert ou pas. Mais tout ça pour dire que si tu payes pas d'impôts, c'est un petit peu. Il y a certaines choses qui vont être un peu plus chères à l'étranger, mais c'est pas très grave. D'accord. Donc, question qui va te paraître bizarre avant qu'on parle donc, un peu donc, de ton business d'infoprenariat. Ouais. Est-ce que donc toi, tu devrais avoir des business en dur quand maintenant tu as fait un bon bout de temps à Ah, l'Internet? Est-ce que tu te vois faire du business en dur? non, vraiment plus maintenant. Non. Enfin, parfois ça me fait. Il y a quelques petits trucs. Parfois j'aimerais bien avoir un resto ou des trucs comme ça, mais en fait non. Non. Rien que l'idée. Tu sais, t'as la bonne idée de voir comment tu ferais ton resto ou ci ou ça ou peut-être refaire de la maison d'hôte. Et en fait après, à chaque fois je me rappelle et non. L'idée m'amuse. Le mettre en place réellement, non. C'est plus du tout pour moi. Non, j'aime vraiment bien. C'est extraordinaire le web pour ça. Et pourquoi donc maintenant pour parler Parce donc que pardon, parce vas-y, que c'est moins continue, excuse-moi. scalable. Si tu veux, les business en dur sont moins scalables, je pense. Et ça te fixe surtout. Votre techniquement, ça te fixe. À un moment ou à un autre, Et soit, ça te fixe énormément. soit tu crées une équipe et tu fais un business où il y a 15 personnes qui sont autonomes et tu peux Mais partir. c'est très difficile parce que c'est très difficile. Au Maroc, c'était ça le truc. Dès que je voyageais un Non, mais petit le peu. Maroc, ça va pas. Excusez-moi pour les Marocains, mais le Maroc, ça va pas. L'Afrique en général, même ça va pas. Non, Donc, non, mais voilà. je pense que c'est partout pareil. Quand les patrons sont pas là, voilà, c'est partout pareil. Quand j'ai fait mon stage en alternance en France, c'était pareil. Les employés, dès que le patron n'était pas là, ils se relâchaient. Je pense que quand t'es pas dans un business en dur, si t'es pas là, c'est assez difficile. Bon, après,
peut-être que si tu trouves les perles rares en manager, Ouais, c'est plus etc. ça. Après, il faut être très fort. C'est l'inconvénient. Il faut être très fort en management. Et ben, souvent, c'est Ouais, peut-être pas l'esprit des gens qui sont en ligne. Ils aiment bien être tranquilles, solo. Ils n'ont pas se faire la ouais, chier avec des gens. Donc, il faut le management. Je dis pas que c'est pas automatiquement le meilleur truc, mais bon, c'est compliqué à faire. Tout le monde sait que ouais. moi qui crée des boîtes en dur, le côté le plus difficile, c'est l'humain, gérer l'humain et le Non. management. Dans tout, le problème, c'est l'humain. C'est pas Voilà, de tout ce que voilà, j'ai vu. voilà. Et moins tu as de connexion avec l'humain, le mieux c'est en fait. C'est triste à dire, hein, mais je parle dans le business, attention, hein, pas dans Non, les relations. surtout surtout que pour ceux qui savent pas gérer l'humain, mais ceux qui savent gérer l'humain, ben pour eux, c'est ce qu'on appelle des vrais leaders et des managers qui font les deux. Ben, quand ils savent faire ça, ils savent, ben, ils peuvent créer des grosses boîtes parce qu'ils arrivent à tenir l'humain. Mais l'humain, Ouais, il est compliqué. Donc ça, c'est la personne qui a des compétences à la Jack Welch ou autre, et ben, c'est bien pour eux. Ils peuvent avoir 1000 employés, c'est pas un problème. Ils savent gérer l'humain. Mais après, ouais, bon, il faut aimer en plus. Il faut aimer les casse-têtes, entre parenthèses. Mais bon, ouais. on oublie les problèmes. Là, on parle de nomade digital. Donc, comment t'es passé à l'infoprenariat? C'est venu naturellement ou tu te dis, bon, ben, j'ai envie de redonner ou sinon c'est juste un business qui est intéressant Euh, En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que déjà en France, à l'époque où je me suis lancé sur YouTube, il n'y avait que dalle sur Amazon FBA, c'était nul en français, vraiment. Les niveaux étaient super bas. Et à la base, je suis un entrepreneur. Je crois que tu as dû le comprendre. Je suis un homme Tout à d'affaires, fait. donc opportunité, niche sous-exploitée. Et puis il y avait aussi que autour de moi, à chaque fois que je discutais avec des gens, ils me demandaient ce que je faisais, ils comprenaient rien parce que c'était complètement absurde pour eux. Vendre sur Amazon, déjà, la plupart des gens ne savaient pas qu'on pouvait être un vendeur tiers sur Amazon. Ben, Et donc, Amazon, je crois que c'est 50% donc, des vendeurs dans ouais, le monde entier, ouais, tu c'est m'as dit. des commerçants. Ouais, ouais. Entre parenthèses, des particuliers, enfin pas des particuliers, mais c'est des commerçants. Des commerçants, ouais, des tierces parties en fait. Et ce nombre augmente, hein. C'est en croissance. Je crois que c'est 51% maintenant. D'accord. Et donc, je prenais beaucoup de plaisir en fait à expliquer ça aux gens à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, opportunité sur YouTube, plus j'aime bien apprendre aux gens, ça me plaisait d'enseigner. Et puis, comme à chaque fois, tu sais, tu l'enseignes à une personne, et puis après, tu as l'impression un peu de te répéter, tu te dis, bon, bah, je vais faire des vidéos YouTube, au moins, je donnerai les liens et tout le monde pourra le voir. Ah ben, c'est plus simple. Donc, c'est Et comme ça que donc, je suis arrivé. c'est venu naturellement ou eu des galères au début pour créer ta première formation, tout s'est bien passé? Alors, déjà, la chaîne, pendant un an, elle n'était pas monétisée d'aucune façon, à part un tout petit peu d'affiliation. Au départ, j'ai juste donné de la valeur. Et après, vu la demande, tout le monde me demandait une formation. Après, j'ai pris du temps. De toute façon, j'aurais pas pu créer une formation la première année parce que j'étais vraiment très focus sur mon business Amazon FBA. J'aurais pas pu le grossir l'étage, à la taille à laquelle il est à l'heure actuelle. Si j'avais, en fait, je pense qu'on peut avoir plusieurs business, mais on peut pas en monter deux en même temps. Oui, il faut être, On comme peut dit faire Laurent l'un Fig, après l'autre. Et il du faut être coup, concentré, il faut scaler un, et puis après le reste. ouais, c'est ça. Et donc, ma priorité de l'époque, c'était Amazon FBA. Et donc, je faisais ça et un petit peu, je faisais quelques vidéos YouTube. Et après, au bout d'un an, j'ai commencé à m'intéresser à faire une formation. Est-ce que j'ai eu des galères à faire une formation? Ce que je peux dire pour ceux qui veulent savoir, c'est quand même le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, c'était de tourner ma formation. Après, c'est parce que je suis très perfectionniste. Ça a été beaucoup plus dur que de sortir des produits sur Amazon. Euh, c'est beaucoup de recherche. Ça a été très dur, mais après, ça a été aussi très rentable, hein. C'est un business extrêmement rentable, Bah, c'est l'infoprenariat. là où il y a le plus de marge avec l'affiliation, parce que l'affiliation, Ouais, en fait, c'est lié, parce que tout le monde le confond, mais l'infoprenariat et l'affiliation, bah, c'est lié, parce que bah, c'est le même business, en fin de compte, techniquement. À part que l'infopreneur a un produit, et lui, donc, il crée sa ouais, liste, et ouais, que l'affilié, logiquement, crée rarement des listes, même si c'est bien qu'il en fasse, et il envoie le trafic pour l'infopreneur. Donc, le business sont liés. Il y en a qui font des fois pas d'affiliés, hein. Ils ont tellement une grande audience qu'ils le font tout seuls, c'est un peu dommage. Mais ouais. bon, ça reste des business qui sont liés. À part que ben, l'infopreneur apporte plus de valeur et il a son produit. C'est souvent certains affiliés, à un moment ou à un autre, quand ils en ont marre, ben, ils créent leur produit. Ils Parce que finissent tant par qu'à créer faire. leurs produits, ouais, ouais. Mais bon, certains se plantent parce que c'est quand même un peu ce côté un peu vente manager, hein. Souvent, les meilleurs vendeurs ne sont pas les bons managers, donc tu peux être le meilleur affilié et très, très mauvais en infopreneur. En plus, il y a le côté quand même SAV. Voilà. En affiliation, tu Ouais, n'as pas les SAV. Et que l'infopreneur, bon, toi, de le SAV, tu connaissais déjà un petit peu le domaine, donc c'est pas gênant. Donc, il faut ouais, gérer le SAV. Donc, moi, c'est ce que ouais. j'ai souvent, hein. J'aime bien l'infopreneur, c'est un super business, mais j'ai pas envie de me souiller avec le SAV. Donc, Ah, c'est raide, hein. Ouais, c'est raide. Et puis parfois les gens ont vraiment chacun un peu a ses propres problématiques. Donc parfois c'est tordu et il faut savoir apporter une réponse. Donc ouais, par et il moment faut c'est aussi faire aussi un autre inconvénient, mais ça reste
c'est pas très grave par rapport à d'autres business. Il faut faire la mise à jour parce qu'il y a certains business qui Ouais. évoluent rapidement. Il faut faire la mise à jour. Donc certains en Bah, plus, mes formations sont mises à jour presque tous les mois, hein. Il y a des ajouts de contenu ou de mise à jour. Ouais. et certains infopreneurs se font avoir. Ils ont un truc c'était trop passif et ben, ils mettent pas à jour et puis vite fait ils se font avoir par la concurrence parce qu'ils ben, ils font pas la mise à jour. Donc voilà. Ouais. Donc Et c'est ça, c'est un important. gros boulot aussi. C'est un gros boulot aussi de maintenir des programmes à jour. C'est pour ça que là, je suis en train de réfléchir. Je voudrais avoir une ou deux formations de plus, idéalement pour ce business YouTube. Je pense qu'il serait assez parfait comme ça. Mais voilà, ça fera 4 programmes à mettre à jour en continu. C'est du boulot. C'est du boulot en plus. Donc, question, est-ce que l'infoprenariat, tu as réussi à le mettre au même niveau que Amazon? Parce qu'on sait qu'Amazon, bon, on va pas parler, on sait qu'Amazon, c'est 7 chiffres, voilà, on va Ouais. pas aller plus loin. Est-ce que tu as pu monter au même niveau ou c'est encore. En chiffre d'affaires, non, je suis pas à 7 chiffres sur YouTube. Mais ça peut y arriver, je pense. Et est-ce que ça arrive au même niveau? YouTube chatouille maintenant Amazon de plus en plus au niveau de mes profits. On parle en profit là, hein. D'accord. Ça Ouais, chatouille parce de qu'en plus, plus en plus. c'est vrai que c'est comme ça. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que c'est pas le même profit. Ah, c'est pas du tout la même chose. L'infoprenariat, le profil est énorme. Ouais. Des fois, on peut même dire 80-90%. Ouais. Et dans le Amazon, c'est plutôt en général entre 25 et 40 ou 45, on va dire. Si je me trompe pas, hein. Moi, personnellement, je suis à 24% de profit margin, hein, Puis en de plus, marge de profit dans ma parce que poche. toi, en plus, tu es un vrai marketeur, tu fais du PPC. Il y en a qui font pas de PPC. Toi, tu fais Ouais. du marketing quand même. Donc, voilà. Ouais. Ah, si on enlevait le PPC, oui, c'est sûr que j'aurais des plus grosses marges, mais après sur moins de chiffre d'affaires, parce qu'il y a quand même une grosse partie. Je n'ai pas envie de dire de chiffres comme ça bêtement, mais je crois que c'est 35% de mes ventes, 40% de mes ventes qui sont faites à travers de la pub, hein, sur Amazon, hein. Donc Et lequel tu trouves le plus passif, l'infoprenariat ou Amazon FBA? Amazon FBA maintenant, ouais. Ouais, ok. Euh, Parce que tu as une Après, équipe, ouais. à chaque fois, il y a toujours un peu les gens qui me posent cette question, lequel tu préfères et tout. Mais en fait, moi, c'est un peu des moments. Il y a des moments où je vais préférer être un peu plongé dans mon business Amazon FBA, où je peux être un petit peu en sous-marin, tranquille, personne ne me demande rien. Et voilà, je fais mon truc. Et puis, il y a des moments où je vais être content d'être un peu plus public, de faire ces vidéos sur YouTube, etc. YouTube, le souci, c'est que si tu arrêtes de poster, bah en fait, la dynamique s'efface un petit peu. On va dire, tu as toujours de la trend, c'est-à-dire que tes vidéos, bon, c'est la beauté de YouTube, c'est qu'on peut chercher, contrairement à Instagram, on peut chercher tes contenus. Mais le gros du business sur YouTube, quand tu vends de la formation, c'est dans les 3 jours après avoir posté une vidéo, vraiment. Après, c'est plus linéaire, mais beaucoup plus bas, on va dire. Donc en gros, Sinon, il faut avoir des vidéos evergreen. Une vidéo qui. ouais. T'as un sujet qui est tellement balèze, personne n'a fait un sujet, traiter le sujet entre parenthèses, excusez-moi. Et Ouais. donc voilà, là, t'es sûr d'être tranquille. Ouais. Donc du coup, ouais, je pense que mon business Amazon FBA se maintient. Si j'arrêtais là tout de suite de faire quoi que ce soit, je pense que mon business Amazon FBA se maintiendrait plus longtemps que mon business YouTube. Enfin, surtout que tu n'as pas encore, comme certains, parce que je ne vais pas parler de concurrence, mais il y a certains infopreneurs qui sont là depuis longtemps et qui ont 1000 vidéos ou 1500 vidéos. Ouais. Donc voilà, quand tu n'as pas tout ça, donc déjà, 77 vidéos, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du Ouais. tout. Est-ce que donc tu serais prêt à. Parce que tu vas évoluer, tu prends de l'âge. Est-ce que tu serais prêt à. Parce que souvent, l'infoprenariat, tu peux le suivre avec des webinaires, pas des webinaires, des séminaires. Est-ce que Ouais. tu serais prêt à passer au côté séminaire et à monter ton grand séminaire Nomade Digital, Amazon FBA, et, pour 3 jours sur Paris et des salles de 1000 personnes, 2000 personnes? Tu es un entrepreneur, donc évidemment, oui. J'en ai parlé avant-hier. C'est amusant que tu me poses cette Ah, question. ben voilà. En fait, sur un point de vue rentabilité du temps, je pense pas que c'est là où ça serait le plus intéressant pour moi. Parce que la préparation, comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, je vais vouloir faire quelque chose de carré, ça va me prendre un temps fou pour seulement 3 jours. Après, les chiffres sont gros sur 3 jours, mais je préfère largement produire des formations. Les 2 formations qui me tiennent à cœur, qui viendront là, c'est là-dessus que je vais... Là, on est en train de parler de l'évolution de mon business YouTube. C'est là-dessus que je vais plutôt me concentrer, plutôt que d'essayer de faire des live events. Encore une fois aussi, il y a toujours ce truc de gérer l'humain. Donc, je sais pas comment je gérerais d'avoir 1000 personnes en face de moi et qui me posent peut-être tous des questions en même temps, etc. Voilà, c'est pas dans mes priorités. Pourquoi pas, si je suis invité à un événement comme ça, je viendrai sûrement. Si ça colle avec ce que je fais, si ça me fait plaisir au moment où on me le demande. Ok, bon, c'est pas Mais trop c'est pas dans mes priorités de faire du live, vraiment. Peut-être, alors, pour répondre parce que là, tu as parlé de 1000 personnes. Peut-être le truc que Non, j'aimerais mais je faire, dis par contre. 1000, ça c'est le gros. Même la plupart des infopreneurs font pas 1000. Là, je pensais à Anicette qui le fait, certains, mais personne d'autre le fait. Après, en général, c'est entre 200, 300, 500, 600 et pas plus. Ouais, mais ce qui serait déjà pas mal.
Non, ce qui m'intéresserait peut-être de faire, par contre, ça serait vraiment du tout petit comité, peut-être 10, 15 personnes dans une villa. Ça me plairait. Ouais. D'accord. Avec des gens qui sont déjà avancés dans leur business, à qui je vais pouvoir vraiment multiplier. Donc, c'est un genre plutôt de mastermind alors plutôt. Ouais. Ça, par contre, Surtout que toi, tu fais ouais. actuellement déjà du coaching. Je fais déjà du coaching, assez peu, mais j'en fais, ouais. D'accord, ok. Et je cours pas après parce que encore une fois, en fait, mon temps est ce que j'ai de plus précieux. Et quand je travaille, quand je fais du coaching, je travaille pour le business d'un autre et c'est pas ce qui est le plus rentable pour moi. C'est pas là où j'accentue beaucoup mes efforts. Je ne mets pas en avant mon coaching parce que c'est pas le plus rentable pour moi. C'est plus par rapport à là, parce que quand tu as 30 ans, tu n'y penses pas, mais quand tu prends de l'âge comme moi, bah, souvent tu dis, bah, c'est un bien ordonné, bon voilà, tu t'en fous, donc voilà. Ah ouais, mais après, ça empêche pas que parfois, je vais prendre du temps, même parfois sans que ça soit du coaching payant, hein. Je vais prendre du temps avec certains élèves. Là encore, avant-hier, il y avait des clients qui étaient à Panama, des clients de la formation, des membres de ma formation. Ils étaient là. Dîner. On a passé 3-4 heures ensemble. Je charge personne et ils ont eu beaucoup de valeur à l'issue de ce dîner. Et ça, je suis capable de le faire sans problème. Après, ce que je veux dire, c'est que je veux pas faire une usine du coaching, si tu veux. C'est pas là du tout où je veux accentuer mes efforts. Je préfère largement faire des vidéos YouTube qui vont parler à plus de monde, apporter plus de valeur à plus de monde, qui ensuite peut-être donneront envie à certains d'aller plus loin et achèteront mes formations. Je trouve ça plus rentable, et ça touche plus de monde que de faire du coaching individuel. Et voilà. D'accord. Bon, on a parlé donc assez bien donc, du nomade digital et de toi et donc ton parcours Amazon FBA, un peu Ouais. de défis. Donc là, je vais attaquer donc les questions que je pose à tous mes invités. Donc 5 questions. Ouais. Donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Question difficile. Je crois que non, franchement, j'aime déjà énormément ce que je fais à l'heure actuelle. Ce petit trio de business, il est très bien. Le business de mes rêves, en fait, c'est l'évolution de ce qu'est mon business actuel. Si tu veux, c'est Amazon FBA à encore plus grande échelle. Là, j'ai commencé à vendre aux États-Unis, donc j'étais vraiment très implanté en Europe, et je viens de commencer depuis quelques mois aux États-Unis. Et quand tu me demandes le rêve, en fait, le goal, le end goal, c'est vraiment de faire Mexique, les Émirats avec Amazon qui a racheté Souk. C'est d'être un peu partout dans le monde. Si tu veux, d'avoir mes produits distribués partout dans le monde, ça c'est le truc ultime un peu sur Amazon. Pour YouTube, tout simplement d'avoir une audience un peu plus grande, peut-être d'avoir plus de partenariats intéressants, des choses comme ça. C'est ça un peu en termes de rêve, si on peut appeler business de rêve, c'est un peu ça ouais. Surtout La que moi direction. moi, j'aime beaucoup moi FBA, donc j'ai suivi beaucoup donc d'anglo-saxons et Ok. que j'en ai suivi qui faisaient des 8 et j'ai appris dernièrement, j'en ai vu qui faisaient du 9 chiffres. Donc comme quoi en Ouais. fin de compte, il n'y a pas de limite. En fin de compte, souvent Ouais. on pense aux 7 chiffres, 7, 10, 2, 3, 5 millions. La première fois donc j'ai vu le mec qui faisait 20 millions, j'ai dit ouais, il est énorme ce gars-là. Pourtant, il l'a fait rapidement, il l'a fait en 3-4 ans. En plus, c'est marrant dans les chaussures. Je me Ah, rappelle, tu vois. lui, il aime des magasins. Et Aux puis après, États-Unis, non? aux États-Unis, ouais, Ouais. un gars de New Jersey, je crois, avec sa femme. Et après, donc, j'ai vu qu'il y a un gars qui faisait plus de 100 millions sur Amazon. Mais c'est un monstre, le Wow. gars. Tu vois. Comme quoi, donc voilà. En Ah, fin de il y compte, a des vendeurs énormes. Ouais. il n'y a pas de raison de s'arrêter, en fin de compte. C'est Non. que le début. Bah, après, Euh, c'est toujours le truc de cette logique de continuer à s'expandre. Idéalement, il faudrait que j'emploie quelqu'un qui s'occupe vraiment de tout ce qui est création de produits pour plus que je perde trop de temps là-dessus, qui arrive à avoir mon cerveau sur comment voir les améliorations, etc. Et après, à partir du moment où tu as du cash, tu peux continuer à expandre et forcément, c'est sans limite, ouais, bien sûr. donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? C'est difficile encore une fois ces questions. Je pense que c'est les rencontres les expériences, c'est les rencontres que ça apporte en fait ces business. Quand tu commences à peut être à des niveaux intéressants, tu commences à rencontrer des profils exceptionnels qui sont eux aussi à des niveaux intéressants. Sur Amazon, j'ai eu la chance de rencontrer mon meilleur ami qui s'appelle Paco, qui a une chaîne YouTube également en espagnol, qui est vendeur Amazon FBA, Seven Figure aussi. Et ouais, non, c'est ces rencontres que tu peux faire au détour d'une foire, d'un truc, d'un mastermind. Tu peux rencontrer des gens exceptionnels qui t'aident, qui te changent pas mal de choses aussi. Paco est un peu plus âgé que moi. Il a une vision très efficace. Il m'a beaucoup aidé dans mon business. Je l'ai aidé également dans d'autres choses. Donc voilà, c'est ces échanges. Je pense que c'est ça les meilleures expériences que tu peux avoir. Sur YouTube, c'est les portes que ça m'a ouvertes parfois avec certains outils, certaines personnes. Ouais, c'est les rencontres, je pense. Ouais, Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, c'est le web. Forcément, c'est le web. C'est le web après sous la déclinaison qui te convient en fait finalement parce que en fait
Il y a beaucoup de gens, ils savent pas trop par où commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les business que vous voyez sur le web, que ce soit dropshipping, infoprenariat, affiliation, print on demand, whatever, Amazon FBA, vente de formation, tout ce que tu veux, tous ces business fonctionnent. Après, il faut voir dans lequel te plaît, parce que le truc, c'est que pour réussir, il faut être capable d'en faire 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 2 ans minimum, donc il faut que ça te plaise un petit peu, quoi. Si ça te plaît pas, ça va être difficile. Donc voilà, le meilleur levier, c'est le web, concrètement, parce que c'est là où les barrières d'entrée sont les plus basses, à partir du moment où tu as du temps, et c'est là où c'est le plus scalable. Donc, Et en plus, comme on dit souvent, enfin, nous on a l'impression que le web ça existe depuis 30 ans, mais le web c'est récent, donc il y a encore beaucoup à faire. Ouais, et non. Il y a plein de J'en trucs qui vois vont, partout. il y a plein de trucs qui vont apparaître qu'on sait même pas qu'il faut juste sauter dessus en premier. C'est comme moi, comme toi YouTube, hein, tu as commencé tardivement, des fois tu te dis, mais Ouais. putain de merde, si j'avais fait ça il y a 10 ans, à la Gary Vee, tu te dis waouh. Je sais pas, je sais. Après, tu sais, je pense que tout vient un peu à temps. Enfin, je crois que ma vie et la vie en général est bien faite. Les choses se font dans le bon ordre. J'ai aucun regret d'avoir commencé les choses là où je les ai commencées. Et je sais pas si ça aurait été, je sais pas si j'aurais fait beaucoup plus un carton il y a 10 ans sur YouTube. C'était aussi beaucoup moins connu. Je sais pas si les volumes de vente étaient aussi élevés aussi. Et disons ceux qui ont commencé il y a longtemps, après c'est organique YouTube. Donc Ouais. si tu produis du contenu, automatiquement la chaîne grossit. Et quand tu vois ceux que tu suivais il y a 3-4 ans, tu te dis waouh, la chaîne qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non, s'ils continuent, ça va grimper tout simplement. Ouais, ça continue. Après, ça devient juste des machines. l'avantage. C'est ça qui est drôle avec ces business, que ce soit Amazon ou YouTube, et ça se reproduit pas sur le physique avec Marrakech, mais sur mes 2 business web, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est des boules de neige, hein, ça grossit tout le temps. Il faut juste être persistant. Bah, Ouais. il faut que les bases soient très solides. En fait, il faut avoir fait des bons produits ou des bonnes vidéos sur YouTube au départ, des bonnes formations, etc. Et en fait, ça fait que grossir, ouais. Ouais. Donc ça, c'est la question que tu voulais pas que je te pose, mais bon, je te pose quand même. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ou sinon, dis-moi un podcast, parce que c'est vrai que tu Ça fais fait, ça beaucoup de fait, podcasts. ça fait très dictateur, la question, tu voulais pas Non, c'est juste que je t'ai prévenu que si tu avais des questions habituelles que tu poses, souvent, beaucoup de podcasteurs demandent quel livre tu lis. Malheureusement, j'ai jamais lu de livre. Et pour la petite anecdote, comme je te l'ai raconté, le seul livre que j'ai lu, c'est Le chien des Baskerville, parce que il n'existait pas, en fait, au rayon aveugle de la librairie, de la bibliothèque. En fait, toute mon enfance, tous les livres qu'on m'a obligé à lire à l'école, j'allais emprunter à la bibliothèque les livres audio. Et voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de plaisir à lire, même en audio. En fait, ça me gonfle assez vite. J'ai pas de patience, en fait. Donc, Non, mais c'est pour bien ça. parce qu'il y a peut-être des gens qui sont comme toi, donc ils sont contents de voir qu'il n'y a pas. Tout le monde dit il faut lire les livres, il faut faire du Warren Buffett, il faut lire 6 heures par jour. Non. Voilà. Mon éducation, elle vient du podcast et de YouTube, beaucoup. En fait, je dois énormément à YouTube et au podcast, certaines formations que j'ai pu prendre aussi. Donc voilà, si je peux recommander quelques podcasts, qu'est-ce que j'aime vraiment bien en podcast? J'ai adoré, comment il s'appelle? Noah Kagan. Ça, j'écoute vraiment Ouais. très souvent. Je sais pas si tu connais. C'est celui Si, qui je a connais fait, très bien, ouais. tu sais, le plugin de partage, etc. Enfin, Ouais, il a de créé une plugins. boîte, j'ai oublié laquelle, mais ouais, il est un peu spécial en plus. Il Il est est en marrant. 8 figures. J'adore sa façon straight to the point. Il est génial. Vraiment, c'est un bon podcast qui est pas, qui se met à jour tous les mois. Enfin, il est pas ultra productif là-dessus, mais à chaque fois, il fait des interviews qui sont excellentes. J'adore les angles qu'il prend, si tu veux. C'est pas bateau, la façon dont il pose ses questions, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. Il a aussi une chaîne YouTube aussi qui est pas mal. Il a une chaîne YouTube, pareil, qui met pas spécialement. Il est pas très Ouais, mais il est régulier. original. Dans sa chaîne Ouais. YouTube, il est Ah, original, mais il est elles vraiment sont top ces spécial. vidéos. Et Clairement. même ses vignettes sont. Enfin, je pense pas que c'est lui qui les fait, mais voilà, il est vraiment. C'est quelqu'un Top. d'original, simplement. Ouais. Non, et puis très, très efficient. Tu regardes son blog, tout, c'est carré, quoi. Les Donc, vignettes, il y a une identité, etc. Donc, je recommande en américain, lui, mais alors pour ceux qui parleront pas américain, tu l'as déjà dit. Tu l'as écoutez le déjà dit. podcast de Thierry. Ouais, le mien, mais il faut aussi aller voir celui-là donc de Stan, l'ancien. Enfin, Ouais. celui-là actuellement, même si Stan, si tu m'écoutes, produis toutes les semaines si possible. On aime bien ton podcast, donc produis toutes les semaines. Voilà. Et puis l'ancien qu'il faisait avant, qui est pas mal aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça en Ouais. France, malheureusement. Donc si on pouvait en avoir plus, ce serait pas mal. Parce qu'il y a plein de gens Ouais, je pense que les meilleurs en français, ouais, clairement, il y en a plein c'est. qui parlent pas anglais, malheureusement. Donc voilà, c'est bien d'avoir du français. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir?
que je rêve d'avoir, allez, on va dire celle qui me manque plutôt, puisque comme je l'ai dit depuis le début, et je pense que tout le monde l'a compris, je suis bon sur une marketplace là où il y a déjà du trafic. Je sais pas acheter du trafic. Mon petit frère, par exemple, est bon à ça. Peut-être tout ce qui est publicité, en fait. Ça me plairait c'est pas que ça me plairait, parce qu'en fait, je déteste ça. Non, j'aimerais avoir la compétence, mais je déteste ça. Je suis vraiment pas bon. Quand je vois mon petit frère en train de regarder le FB Manager là, avec toutes les colonnes, machin et tout, ça, je déteste ça, en fait. Tout simplement, c'est répulsif pour moi. Mais c'est une compétence qui me rendrait vraiment fatale. Vraiment. C'est marrant parce que tu fais quand même du PPC sur Amazon. Après, je connais pas Alors, bien le PPC sur Amazon, donc. ouais, je le maîtrise assez bien, mais maintenant j'ai quelqu'un qui fait ça à mi-temps. Donc D'accord. c'est pas quelque chose que j'aimais, pardon. Dès le départ, j'aimais pas ça. Je le maîtrise assez bien, je le trouve moins complexe par exemple et puis ça change beaucoup moins souvent. Le truc c'est que le Facebook Ads là, je vois mon petit frère tous les 2 mois, il change les boutons, ils sont plus au même endroit, il y a plus rien. Enfin, Ouais, c'est chiant. Ça évolue malheureusement. ouais, peut-être c'est moi qui vieillis et qui a du mal à m'adapter aussi vite que lui, mais non, et c'est beaucoup plus pointu du Facebook Ads si tu veux que du PPC. PPC, ça reste quand même de la pub assez accessible, c'est assez facile de faire du PPC. Il n'y a pas de 36 metrics non plus, comme tu pourrais avoir sur Facebook où tu as tout cet aspect retargeting, si telle personne est passée par telle page, s'il n'a pas vu cette page. Tu n'as pas toutes ces conditions-là sur du PPC. On est beaucoup plus simple. Hein. C'est les gens qui cherchent ce type de produit et après on essaie d'avoir un SEO, un coût d'achat qui soit correct. C'est ça le but du jeu sur du PPC. Ok, bon, ben, je t'ai un peu torturé à la fin, mais bon, ça a été. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec tous ceux qui veulent donc, faire du Amazon FBA ou d'être nomade digital, hein, parce que là, on a parlé d'Amazon FBA, mais à la fin, on a fini par l'infoprenariat, ce qui te permet en fin de compte des business qui ne sont pas en dur, donc permettre de voyager et de faire le tour du monde. Donc, s'ils veulent plus d'informations, je mettrai les liens donc, vers oseille.tv, sur ta chaîne YouTube et sur tous les liens que tu vas me donner. Je vais les mettre donc, dans le show note en bas Super. du show note si les gens aiment lire. Sinon, voilà, je les reciterai en intro et en outro, tout simplement. Donc, Julien, je te dis à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à Julien donc, pour cette interview très intéressante. J'espère que tu as été motivé par cet épisode 36 et par le discours donc, de Julien. Donc voilà, il faut entreprendre, ne pas hésiter. Il est donc lui parti vivre au Maroc comme tu as entendu. Donc, et ensuite il a évolué. Donc voilà, on n'a pas parlé donc, des soucis. Hein. Moi j'en ai parlé avec lui, mais bon, tout n'a pas été tout rose. Mais voilà, il faut entreprendre, il ne faut pas hésiter, il faut se former. Comme lui, tu vois, il lit pas, mais il écoute des podcasts, il écoute des vidéos, il regarde des vidéos. Il y a toujours un moyen de trouver une solution, donc il faut la trouver pour toi. Donc, si tu veux aller plus vite, donc tu peux donc directement donc aller faire sa formation. Donc thierry-du6henri.fr/oseille. Donc thierry-du6henri.fr/oseille, OSEI, même si tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas l'argent, tu peux aller voir, il y aura toujours des bonnes infos. Allez sur sa chaîne, donc je mettrai les liens dans le show notes. Donc pour nous, n'hésite pas à commenter, à partager, à me poser les questions que j'ai oublié de poser donc à Julien. Et surtout donc la semaine prochaine, on est encore là. On va parler d'infoprenariat avec un gros entrepreneur qui a une super boîte qui fait un carton. Je ne peux pas te le dire tout de suite, donc il faut que tu sois là. Donc si tu veux devenir infopreneur, c'est vraiment le bon épisode. Donc moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas donc, je te le répète encore, à partager, à liker, à mettre des pouces, à tout ce que tu veux. Ciao ciao.